2 Italiens affairés autour d'une lettre écrite par un troisième. C'est par cette image que commence l'aventure des décors de Marignan 2015. Andrea Bernardoni et Alexander Neuval sont 2 ingénieurs florentins. Et le texte sur lequel ils se penchent aujourd'hui, c'est la lettre de l'ambassadeur Stazio Gadio, qui décrit par le menu les festivités de mai 1518 à Amboise. Le passage qui les intéresse tout particulièrement décrit le faux château que les 2 amis vont devoir recréer. Sono 2 lettere molto precise dalle quali apprendiamo che questo finto castello, che poi è stato costruito da Domenico da Cortona in 10 giorni, era costituito da 2 torrioni laterali e un muro che collegava i 2 torrioni e appunto era una scenografia che doveva rappresentare appunto la presa del castello, c'era un bombardamento e quindi c'erano delle quinte di legno con delle tele che dovevano cadere giù per simulare appunto la presa, il bombardamento del castello. Si immagina, si pensa appunto che anche Leonardo da Vinci fosse coinvolto proprio nella costruzione delle macchine e in questi effetti speciali della presa della fortezza e si pensa che c'erano delle artiglierie che tiravano delle palle gonfiate piene d'aria che rimbalzavano appunto sulla scena e appunto queste tele che cadevano giù, c'erano degli effetti pirotecnici anche per simulare il bombardamento che appunto con del fumo che simulava appunto l'incendio del villaggio che era accanto appunto al bastione. E per la ricostruzione della fortezza ci siamo ispirati appunto all'architettura del tempo, in particolar modo a Francesco Di Giorgio Martini e in particolare alla fortezza di San Leo, dalla quale abbiamo preso appunto ispirazione anche per le texture, per la ricostruzione della fortezza. De l'idée, il faut maintenant passer au concret, et ce ne sera pas une partie de plaisir. Sur près de 300 mètres carrés de toile, il faut peindre 200 arches et des centaines de briques. Loin de la Toscane, dans un entrepôt de Romorantin, Christine Bonnet travaille avec des bénévoles sur ce chantier impressionnant. Face à la pression qui monte à l'approche de l'événement, la chef d'équipe opte pour un pragmatisme implacable. Moi je reproduis ce qu'eux ils ont imaginé, moi maintenant je le mets sur toile. Je me suis dit que le plus simple ce serait de créer des pochoirs pour que les intervenants qui pouvaient venir m'aider à l'occasion puissent travailler vite fait avec moi, comme tu as pu voir là. Eux me faisaient les pochoirs, ils remplissent et puis moi après je reviens travailler sur les couleurs pour y mettre toutes les ombres nécessaires. Il a fallu que je réfléchisse à une façon de faire des briques qui ne soient pas trop répétitifs. J'ai essayé de faire des motifs aléatoires et reprendre derrière. Mais ce que je voulais garder, c'était une vibration de la matière pour sentir vivre la pierre quand même, que ce soit des dessins à plat. C'est ce que je disais, l'essentiel, c'est de recréer les ombres et la lumière pour que ça donne du volume quand même au château. Ça met la barre très haute quand même quand tu réfléchis à Léonard de Vinci. Moi j'ai toujours aimé étudier ses dessins. C'est vraiment un maître dans l'art. Donc moi je fais d'autant plus attention à ce que je fais, bien que ça n'ait rien à voir, parce qu'il aurait fait 1000 fois mieux très certainement. Mais bon, comme d'habitude, j'essaye de bien faire. Ces toiles, il faudra ensuite les accrocher au château, mais également prévoir leur chute sous les assauts des faux canons. Alors que la peinture n'est pas encore sèche, un colis est arrivé en provenance d'Italie. À l'intérieur, un mécanisme conçu par Artes Meccanicae, un centre de recherche fondé notamment par Alexander Neuval et Andrea Bernardoni. Retour à Florence. I documenti sono molto chiari sul fatto che c'era questa struttura in legno coperta di tele dipinte. Questa struttura doveva essere tale da permettere che una sua sezione cadesse e questo non deve compromettere la solidità del resto della struttura. Oltretutto la struttura è piuttosto imponente e con queste tele che fanno da vela bisogna essere sicuri ad esempio che il vento non le faccia cadere, deve poter accogliere comunque tutta la scenografia di questi soldati che ci passano sotto, deve essere comunque credibile e deve avere più in profondità un torrione, come è descritto un bastione, che si scopre con la caduta di questa tela. Per cui abbiamo fatto diversi tentativi per vedere quale fosse la struttura più conveniente, anche perché poi non doveva essere troppo complicata da costruire. Dopodiché abbiamo fatto un po' di esperimenti teorici su questo sistema di sgancio, come poteva funzionare questa tela che veniva giù, e alla fine abbiamo pensato ad una barra in alluminio leggera a cui è fissata questa tela con due
meccanismi abbastanza semplici ma piuttosto ingegnosi che vengono azionati da due persone con due corde che li tirano, cloc, e questi fanno cadere la tela. Dominique de Cortone avait bâti la forteresse de bois en 10 jours. À Romorantin, le défi s'est corsé lorsque Jean-Luc Gibault, qui s'apprêtait à prendre sa retraite de son métier dans les télécommunications, a dû reprendre le chantier en main du jour au lendemain. Alors donc c'est Gilbert Aigret qui est le concepteur local, donc qui a reçu le plan d'Italie, et donc je me suis porté volontaire. Et puis après, dû à ces problèmes de santé, les problèmes de santé de Gilbert, je me suis retrouvé un petit peu à reprendre le relais dans la conception des structures. C'est vrai que ce projet est quand même assez gigantesque pour le petit bricoleur que je suis, parce que je suis quand même quelqu'un d'assez manuel, quoi. Ça, c'est un projet quand même de grande envergure qui m'a certainement empêché de dormir certaines nuits, parce que le projet était quand même assez imposant et vu les dimensions. Nous avons fait le calcul de dimensions de chevrons. Donc il y a des chevrons de 5,50 m, de 4 m, 4,50 m, 3 m. Donc c'était adapté en fonction des dimensions qu'on avait eues par Alexander d'Italie. Donc 20 mètres de long sur entre 5 mètres et 5,50 m de haut au niveau des tours. Alors le tas de bois qui est dans le fond, c'est également un deuxième château. Parce que dans le timing au niveau des spectacles, vu que les spectacles s'enchaînent jour par jour, on n'avait pas le temps matériellement de démonter un château pour aller le transporter, le remonter à Amboise. Donc on a construit un deuxième château pour Amboise. Grâce au dévouement de bénévoles comme Jean-Luc, Marignan 2015 vit ses derniers mois de préparation sereinement. Mais pour d'autres, le travail dure depuis beaucoup plus longtemps. Je peux dire que je l'ai commencé il y a déjà environ 4 ans. Des leviers, des balanciers, des cames qui font vivre ses articulations, la queue, la gueule de ce lion mécanique unique au monde. Une évocation de l'automate conçu par Léonard de Vinci pour impressionner les cours européennes et François Ier lui-même lorsque le roi et le savant se croisèrent en 1515 à Lyon sur le chemin de la bataille de Marignan. 500 ans et plusieurs milliers d'heures de travail plus tard, Michel Campana, ingénieur et spécialiste de la mécanique léonardienne, apporte les derniers réglages à son lion. Une œuvre de précision, d'ingéniosité, mais également d'imagination. On n'a pas vraiment de dessin. Léonard de Vinci, malgré toute sa méticulosité à réaliser ou à inventer des mécanismes, ne nous a pas laissé de plan précis sur le principe de fonctionnement du lion. On a des descriptions des chroniqueurs de l'époque, et en particulier Vasari, nous indiquent que le lion se déplaçait, il marchait, et surtout, il était programmé pour s'arrêter à un certain moment, et à ce moment-là, une trappe du poitrail s'ouvrait et se dégageaient des fleurs de lys. Donc, pour reproduire le fonctionnement de ce lion, je me suis appliqué, et ça j'étais très strict là-dessus, à ne pas utiliser des techniques modernes et à usiner, fabriquer les pièces comme les artisans de la Renaissance à Florence. J'ai choisi d'utiliser les principes de base de mécanique, tous les systèmes qui ont été dessinés par Léonard de Vinci et de les appliquer sur les différents mouvements du lion qu'il devait exécuter. La queue du lion illustre parfaitement ce parti pris. Direction l'atelier pour une démonstration. Ici, nous avons retiré une partie du mécanisme du lion, qui était complexe sur l'ensemble de la bête. C'est celui qui fait fonctionner la queue et qui permet de lui transmettre ce mouvement de basculement alternatif. Il est tiré de ce dessin de Léonard de Vinci qui l'utilisait pour faire fonctionner des machines textiles. Si on fait fonctionner la machine, on s'aperçoit que tantôt les dents de la roue inférieure, tantôt les dents de la roue supérieure permettent d'inverser le sens de rotation de la pièce qui entraîne le secteur denté et ainsi de faire basculer la queue en haut et en bas.
Ce chef-d'œuvre sera présenté au public lors des représentations de Marigny en 2015. Et le pari du mécanicien sera gagné s'il parvient à recréer un peu de la magie que le maître toscan avait insufflé dans ses plans et dans ses dessins. Chaque fois que j'ouvre un de ces livres, je découvre à travers ces innombrables dessins, parfois une petite pièce mécanique à côté d'un personnage ou à côté d'un élément d'architecture. Je retrouve par exemple un petit mécanisme qui fait battre les ailes d'une libellule avec un système de fusée et de ressort à spirale qui m'a aussi inspiré pour certaines parties du lion. C'est donc dans cette multitude de dessins qu'on arrive aussi à retrouver la petite pièce qui sert de référence ensuite pour fabriquer l'élément que l'on va introduire dans le mécanisme du ventre du lion. Moi j'ai une formation de mécanicien et Léonard de Vinci est un homme universel. J'ai essayé de construire une mécanique originale et qui, je l'espère, est attrayante et qui raconte des histoires. Voilà, chaque pièce où j'essaie de la raccrocher à une anecdote ou à une histoire intéressante qui pourra intéresser les grands et les petits.